Cette conférence va maintenant être enregistrée. شحال ندخلو 27 27 زعما ما ندخلوش دخلوا وعاودوا راحوا كيوليو نحي هذيك il faut pas recruter avec la diapo. Non mais il faut pas recruter la diapo. Enlève-la. Voilà, je vais aider là. La fois passée, j'allais te dire هبط هكذا. هبط هكذا. Qu'est-ce que tu peux faire, Max? Ok. Alors, on y va. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir l'une des pathologies les plus fréquentes et les plus graves en cardiologie. C'est le syndrome coronarien aigu. C'est la pathologie la plus fréquente. À l'heure actuelle, c'est la pathologie la plus grave. Le nombre de décès rattachés au syndrome coronarien aigu est le plus élevé à travers le monde entier. Avant d'entamer le syndrome coronarien aigu, il faut d'abord faire un petit rappel anatomique sur la circulation du cœur ou la nutrition du cœur. Le cœur est nourri grâce à des artères qui s'appellent des artères coronaires. Il y a l'artère coronaire, le tronc commun gauche, qui se bifurque en interventriculaire antérieur et en circonflexe. Et vous avez également la coronaire droite. Ces trois coronaires, principalement ces trois réseaux épicardiques, assurent la nutrition du cœur et prennent naissance à partir de l'aorte initiale, c'est-à-dire le premier vaisseau qui sort de l'aorte et assure la nutrition d'un organe, c'est bien ces artères coronaires. Et ces artères coronaires, vous avez l'interventriculaire antérieur qui siège dans le sillon interventriculaire antérieur. C'est pour cette raison qu'on dit interventriculaire antérieur, c'est-à-dire entre le ventricule droit et le ventricule gauche dans le sillon interventriculaire antérieur. Et vous avez la circonflexe qui siège dans le sillon auriculoventriculaire, c'est-à-dire entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche. C'est le sillon auriculoventriculaire gauche. Et vous avez la coronaire droite qui siège dans le sillon auriculoventriculaire droit. En fait, la circonflexe avec la coronaire droite constitue un cercle. C'est comme si un cercle. Alors que l'interventriculaire antérieur, elle siège dans ce sillon-là pour donner ce qu'on appelle comme si c'était un arceau. Donc, vous avez le cercle plus l'arceau, ça fait comme une couronne d'un roi. C'est pour cette raison qu'on appelle les artères coronaires. C'est une couronne. En quelque sorte, le cœur, grâce à cette circulation-là, grâce à ces artères coronaires-là, il n'y a aucune partie qui est ratée. Toutes les parties du cœur sont irriguées. Il y a la circonflexe d'un côté, il y a la coronaire droite d'un côté, il y a l'interventriculaire antérieur de l'autre côté, et ces trois vont faire ce qu'on appelle sous forme d'une couronne. C'est la couronne du roi. C'est parce que réellement, le cœur, c'est le roi du corps. Donc, ces artères coronaires-là, quel est leur rôle? Le rôle principal de ces artères coronaires, c'est de nourrir le cœur. Le cœur, c'est un organe. Et c'est l'organe qui travaille plus. C'est l'organe qui travaille de façon permanente. Si tous les organes trouvent le moyen de se reposer pendant la journée ou durant la nuit, le cœur ne s'arrête pas. Parce que si le cœur s'arrête, la vie s'arrête.
Le cœur, c'est l'organe qui fonctionne sans arrêt. Il veille, non seulement ça, il veille à la nutrition de tous les organes. C'est comme si il est responsable de la vie des autres organes. C'est-à-dire, si le cœur il s'arrête, les autres organes ne seront pas irrigués parce qu'ils dépendent du cœur. Le cœur ne dépend pas des autres organes, mais les autres organes dépendent du cœur. Le cœur, c'est l'organe qui fonctionne, qui pompe le sang, c'est une pompe, et qui fonctionne sans arrêt. Donc, cette pompe-là, au moins, on doit la nourrir. Mais elle assure sa propre nutrition. C'est-à-dire que le cœur, il pompe le sang et il va envoyer il commence par soi-même. Il va irriguer le cœur. Le cœur, il envoie le sang pour commencer par l'irrigation de soi-même. Et puis, il va, bien sûr, le cerveau, les poumons, les autres organes, les membres supérieurs et inférieurs, et tous les viscères. Donc, cet organe-là, si jamais il y a une occlusion d'une artère coronaire, pour une raison X, il va y avoir une souffrance du myocarde. Le myocarde, il dépend de ces artères coronaires. Si jamais il y a une occlusion de ces artères coronaires, il va y avoir une souffrance d'un territoire qui dépend d'une artère. Par exemple, si c'est l'interventriculaire antérieur qui est occluse, c'est toute la paroi antérieure qui souffre. Si la circonflexe qui est occluse, c'est la paroi latérale qui souffre. Si c'est la coronaire droite qui est occluse, c'est la paroi inférieure du ventricule gauche et le ventricule droit qui souffre. Donc, vous voyez que chaque artère, elle va irriguer un territoire. Et si jamais cette artère-là, elle est occluse, et bien c'est ce territoire-là qui va souffrir. Si les trois sont occluses, tout le myocarde souffre et le malade, généralement, il décède. Il ne va pas attendre. D'accord? D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle l'infarctus ou le syndrome coronarien aigu circonférentiel. On va voir. Dans le syndrome coronarien aigu, ce que vous devez connaître, c'est qu'il y a plusieurs formes. Principalement, il y a deux formes. Il y a le syndrome coronarien aigu avec sus-décalage du segment ST et sans sus-décalage du segment ST. Je vais vous prendre la chose dès le départ. Un syndrome coronarien aigu avec sus-décalage du segment ST. On a vu dans l'électrocardiogramme normal que le segment ST, il est isoélectrique. Si jamais il y a un sus-décalage du segment ST, il faut suspecter le syndrome coronarien aigu avec sus-décalage du segment ST. Et il y a la forme sans sus-décalage du segment ST, qui est très vaste, et on va voir tout de suite. Alors, avant d'aborder le syndrome coronarien aigu, avec sus-décalage ou sans sus-décalage, je vous parle un peu de la coronaropathie. C'est quoi cette coronaropathie? Ou c'est quoi le problème coronarien? Il y a des artères coronaires. On est avec des artères coronaires parfaites. Mais c'est l'être humain qui va bousiller ces artères coronaires avec le temps. Il y a des facteurs de risque. Il y a le tabac. Il y a la nicotine, qui contient de la nicotine. Il y a le diabète, qui entraîne une altération de la paroi endothéliale. Il y a l'hypertension artérielle. Cette hypertension artérielle commence à provoquer des abrasions des artères coronaires. Et l'abrasion des artères coronaires fait qu'il va y avoir un dépôt de certains éléments, tels que les macrophages, les lipides, etc. Il va y avoir une plaque, ce qu'on appelle une plaque aténomateuse. Donc, principalement, c'est l'athérosclérose qui va être responsable de ce syndrome coronarien aigu. Vous avez l'obésité, le stress, la sédentarité et surtout, la mauvaise alimentation. Quand on ne mange pas sain, quand on mange du n'importe quoi, quand on ne mange pas un repas consistant, mais pas trop riche en glucides et pas trop riche en lipides, c'est ça ce qui va entraîner une dégradation du lit artériel et surtout le lit coronarien. Donc, il y a certains facteurs de risque
qui vont intervenir durant notre vie et qui vont faire qu'il va y avoir une modification de la paroi endothéliale des artères coronaires. Il n'y a pas que les artères coronaires qui peuvent être touchées. Le malade, il peut avoir une artériopathie des membres inférieurs. Il peut avoir une plaque au niveau des troncs supraossiques. Il peut faire même un AVC parce qu'il y a une plaque d'athérome dans les artères cérébrales. Avec le temps, donc, ça c'est ce qu'on appelle l'athérosclérose. Donc, l'origine principale du syndrome coronarien aigu est l'athérosclérose. L'athérosclérose, c'est une pathologie qui est diffuse, mais qui peut aller de façon élective vers le réseau coronaire et elle va altérer le réseau coronaire. Alors, le fait qu'il y a une plaque d'athérome, c'est quoi cette plaque d'athérome? C'est que vous avez une artère coronaire, elle va être d'abord dans un premier temps abrasée, elle va être irritée, une irritation de l'endothélium. Et puis, elle va attirer vers elle les plaquettes, les macrophages, les cellules inflammatoires, les lipides. Et puis, ça va constituer une plaque, ce qu'on appelle une plaque d'athérome. Une plaque d'athérome qui se constitue au fil des années. Cette plaque d'athérome, soit qu'elle a une charpente fibreuse solide, parce que généralement, on trouve, je vais passer ici pour vous montrer un peu la plaque d'athérome. Voici le réseau coronaire. Voici l'anatomie des artères coronaires. Vous avez le tronc commun. Vous avez la circonflexe. Ici, c'est le tronc commun. Vous voyez le tronc commun? Vous avez le tronc commun ici. Vous avez l'interventriculaire antérieur ici. Vous la voyez? Et vous avez ici la circonflexe. Ici, c'est la coronaire droite. Vous voyez, c'est sous forme de couronne. D'accord? Ça, avec ça, ça va former un cercle. Et ça va contourner de telle sorte que ça va donner un arceau sous forme d'une couronne. Voici si on veut voir ces réseaux-là en faisant un examen qui s'appelle la coronarographie. On va injecter dans les artères coronaires et on va voir l'état des lésions coronaires. Mais ce que vous pouvez premièrement voir sur avec la coronarographie, c'est l'anatomie. Vous avez ici, c'est le tronc commun. Vous avez ici, c'est l'interventriculaire antérieur. Ici, c'est la circonflexe. Ici, par exemple, vous voyez très bien la circonflexe qui est bien dégagée avec une grosse marginale. Et voici la circonflexe. Et puis, vous avez ici la coronaire droite. Vous avez la coronaire droite qui est constituée par 3 segments. Segment 1, segment 2 et segment 3. Vous les voyez en anatomie. Ça, c'est quand on fait là, ce qu'on appelle la coronarographie. Maintenant, voici une plaque d'athérome. Voici d'abord la structure d'une artère. L'artère, bien sûr, et n'importe quelle artère, mais surtout, je parle de l'artère coronaire. Vous avez le tissu conjonctif et les fibres musculaires vers l'extérieur. Puis, il y a ce qu'on appelle une limitante élastique externe. Puis, il y a les cellules, encore d'autres cellules musculaires. Puis, il y a la limitante élastique interne. Puis, il y a le tissu conjonctif et surtout l'endothélium. Voilà l'endothélium. Voici, donc, l'endothélium. C'est la paroi qui tapisse donc l'intérieur de l'artère coronaire. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait? Je reviens ici pour vous montrer un peu ce qui se passe. Avec le temps, il va y avoir une plaque d'athérome. Cette plaque d'athérome-là, elle est généralement couverte par un tissu fibreux. Et la plaque d'athérome, si le malade il continue à prendre tout ce qui est gras, il continue à fumer, il a une tension mal contrôlée, il a un diabète mal contrôlé, tout ça, ça va entraîner la progression de la plaque d'athérome. La plaque d'athérome, elle va prendre du volume. Son noyau, il va devenir très, très développé. Si la charpente fibreuse, elle est bien solide, le malade, il ne sent rien. Qu'est-ce qu'il va sentir? Il va sentir une douleur quand il fait un effort. Pourquoi? Parce que cette plaque d'athérome, à l'état normal, le cœur, il est bien nourri, il y a quand même un passage de sang, mais à l'effort,
le myocarde, il demande plus d'oxygène, alors qu'il y a la plaque d'athérome qui obstrue le réseau coronaire. Donc, le malade, il va vous dire, dès que je passe un effort, j'ai très mal. Il vous dit encore, quand j'arrête de faire l'effort, je n'ai plus mal. Ça, c'est longueur d'effort typique. Typique et spécifique pour le cœur. Il n'y a jamais une douleur, on fait une douleur quand on a mal, rétrosternal, et quand on s'arrête, on n'a plus mal. Ça, c'est ce qu'on appelle longueur d'effort. Longueur d'effort, quelqu'un qui vient consulter pour sa symptomatologie, il vous dit, docteur, moi, quand je suis au repos, je suis très bien, mais quand je monte les escaliers, ou je marche dans une pente, ou je fais un effort, j'ai mal. Quand j'arrête de faire l'effort, je n'ai plus mal. Ça, c'est ce qu'on appelle longueur d'effort, et il doit être exploré, mais ce n'est pas une urgence. Ce n'est pas une urgence. Ça, ce n'est pas le syndrome coronarien aigu. Ça, c'est une entité d'une coronaropathie que vous devez quand même connaître. C'est ce qu'on appelle longueur d'effort ou longueur stable. Par contre, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est plutôt longueur instable, ce qu'on appelle le syndrome coronarien, proprement dit, le syndrome coronarien aigu. C'est quoi le syndrome coronarien aigu? Je reviens vers cette plaque-là. Je reviens vers cette plaque. Cette fois-ci, la plaque n'est pas tellement volumineuse. Il y a une plaque. Il y a à l'intérieur de l'athérome, il y a du tissu lipidique, des cellules lipidiques, il y a des macrophages, il y a un noyau, il y a une charpente fibreuse, mais qui n'est pas tellement solide. Elle n'est pas tellement consistante. Cette charpente fibreuse-là, si jamais le malade, pour une raison X, il est stressé, il est exposé au froid, elle peut tout de suite se déchirer. Elle va se déchirer. Et si elle va se déchirer, elle va se déchirer. Si elle va se déchirer, ça ne veut pas dire toujours qu'elle est importante de volume. Non, elle peut être une plaque minime. Hein. Mais quand elle va la plaque, la charpente, elle va se rompre pour une raison X, elle est rompue, par exemple une inflammation. J'ai un malade aujourd'hui qui a été hospitalisé hier, qui a fait le Covid, c'est une pathologie inflammatoire par excellence, et qui avait certainement des plaques, il a fait le syndrome coronarien. On vient de le faire monter dans le service. Toute inflammation peut entraîner la rupture de cette charpente. Eh bien, cette inflammation-là, pour n'importe quelle l'inflammation, c'est l'une des causes de la rupture de la charpente. Et si la charpente elle est rompue, eh bien, elle va exposer le matériel qui existe à l'intérieur avec la circulation sanguine. Voici le sang. Et dès que ce contenu-là, il va être exposé avec le sang, eh bien, ça va entraîner une activation de ce qu'on appelle l'agrégation plaquettaire. 1. Les plaquettes vont se précipiter. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un contenu étrange qui se met en contact avec le sang. Il n'y a pas que l'agrégation plaquettaire. Il y a le système, tout le système ou la cascade de coagulation qui va être activée. C'est comme si quelqu'un il a saigné. Oh, qu'est-ce qui se passe? On va aller là pour essayer de colmater. Il y a le système, il y a l'agrégation plaquettaire d'une part, et il y a le système ou la cascade de coagulation d'autre part, qui vont se précipiter vers cet endroit. En fait, la plaque, quand elle s'est rompue, il n'y a pas beaucoup de déchets à l'intérieur. Mais qu'est-ce qui fait le drame? C'est cette coagulation et cette agrégation plaquettaire qui vont se précipiter sur le lieu et ils vont constituer un caillot sanguin. Et hop, l'artère coronaire, elle sera occlue. C'est pas parce que le matériel qui est contenu qui est important, non. C'est parce que la coagulation et l'agrégation plaquettaire qui sont qui sont activées et qui agissent de façon très, très importante, de telle sorte qu'il va y avoir la formation
d'un caillot sanguin. On peut voir comme ça. Alors, il y a deux formes alors. Je reprends mon syndrome coronarien aigu. Voici qu'est-ce qui s'est passé. Il y avait une plaque qui s'est rompue. Cette plaque, elle a mis le contenu avec la circulation sanguine en contact. L'agrégation plaquettaire activée, la coagulation activée, et ces deux vont participer à la formation d'un caillot sanguin qui va soit occlure complètement l'artère coronaire. C'est ce qu'on appelle le syndrome coronarien aigu avec sus-décalage du segment resté. Soit ça va subocclure, c'est-à-dire que l'occlusion n'est pas totale. Et c'est ce qu'on appelle tout simplement le syndrome coronarien aigu sans sus-décalage du segment resté. C'est trop simple. C'est trop simple pour vous répéter ça. Donc, voici ce qui se passe. Faisons une coupe transversale de l'artère coronaire. Vous avez ici un cœur lipidique. Ça, c'est la plaque d'aférent. Ça, c'est la capsule fibreuse. Et ce qui est en violet, c'est la lumière, c'est là le sang, par exemple. D'accord? Si jamais il y a une rupture de la plaque, il va y avoir de la thrombose qui va se constituer. D'accord? Soit la thrombose, elle est totale. Vous voyez ça? Ce qui est en rouge. Soit la thrombose, elle est totale, ça va vous donner une occlusion aiguë et c'est le syndrome coronarien aigu avec sus-décalage du segment ST. Soit la thrombose, elle n'est pas tellement occlusive et là, ça va vous donner un syndrome coronarien aigu sans sus-décalage du segment ST. Voyez ici, tout ce qui est en rouge pratiquement a obstrué la lumière. Mais là, il y a une partie qui est obstruée, mais le reste quand même. Et ça, c'est le syndrome coronarien aigu sans sus-décalage. Donc, je reviens vers ma définition. Je vous ai donné la physiopathologie. La physiopathologie, quand vous avez un malade avec syndrome coronarien aigu, avec sus-décalage du segment ST, ça veut dire tout simplement qu'il a fait une occlusion d'une artère coronaire parce que la plaque, elle s'est rompue et elle a activé la coagulation sanguine et elle a activé l'agrégation plaquettaire. Mais comment on fait le diagnostic de ce syndrome? Le diagnostic de ce syndrome-là, on dit syndrome. Ça veut dire qu'on doit avoir certains éléments qui doivent être présents pour parler du syndrome coronarien aigu. Alors, parmi les critères les plus importants pour parler du syndrome coronarien aigu, généralement, c'est la douleur. Quand on a une occlusion d'une artère coronaire, il y a le myocarde qui souffre. Vous savez, quand on a une occlusion d'une artère des membres inférieurs, la première des choses, c'est que le malade, il va vous dire j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. C'est vrai? Eh bien, c'est la même chose. Mais la douleur du cœur, là, elle siège en rétrosternal. C'est une douleur rétrosternale, en bas, constrictive, en étau, parfois sous forme de brûlure, qui siège dans la région rétrosternale, sur tout le précordium. Le malade il tient le thorax avec ses deux mains. C'est une douleur qui peut irradier vers les deux membres supérieurs, parfois seulement le membre supérieur gauche, qui peut irradier vers la mâchoire. C'est une douleur intense. Ça veut dire intense. Le malade ne va pas vous dire que j'ai mal seulement. Vous allez voir qu'il a des signes, il transpire. Vous voyez qu'il a des sueurs. Vous voyez qu'il est agité, qu'il est anxieux. C'est des signes, des critères pour vous dire que la douleur, elle est tellement intense et que le malade n'arrive pas à la supporter. Et parfois, c'est une douleur insupportable. C'est une douleur insupportable. Hier également, ils ont hospitalisé un malade. La douleur, elle était tellement insupportable qu'ils étaient obligés de l'endormir avec même du Valium. Parce que la douleur était insupportable. Alors, maintenant, devant toute douleur thoracique, où le malade, il vient et vous dit j'ai une douleur rétrosternale en bas, constrictive, en brûlure qui irradie vers les membres ou qui irradie vers la mâchoire,
il faut mettre devant vos yeux le syndrome coronarien aigu. Et le plus beau, c'est qu'il ne va pas vous dire que c'est une douleur à l'effort. Il va vous dire, j'étais assis, j'ai rien fait. Peut-être qu'il a fait, mais il vous dit que c'est une douleur spontanée, surtout. Le fait qu'elle est spontanée. Eh bien, une douleur spontanée, rétrosternale, constrictive, en étau, sous forme de brûlure, ou en bas, qui irradie vers les membres supérieurs, qui irradie vers la mâchoire, il faut mettre devant vos yeux le syndrome coronarien aigu. Monsieur, vous avez un problème coronarien. Allongez-vous sur la table, laissez-moi vous examiner. Bien entendu, vous allez examiner le malade tout de suite. Vous allez prendre la tension au niveau des deux bras, mais surtout, vous allez faire l'électrocardiogramme. Et l'électrocardiogramme, c'est l'élément qui définit par la suite la thérapeutique. Si vous allez trouver un sus-décalage du segment ST dans un territoire systématisé, par exemple, vous allez trouver un sus-décalage du segment ST en D2, D3 et AVF, c'est-à-dire en inférieur. C'est-à-dire que c'est la colonne droite qui est occluse. Ou bien vous allez trouver un sus-décalage en V1, V2, V3, V4. Ça veut dire que c'est l'interventriculaire antérieur qui est occluse. Il faut au moins 2 dérivations contiguës pour parler, parce que c'est systématisé. On ne peut pas avoir un sus-décalage dans une dérivation en V2 et on n'a pas ça en V3. Alors qu'elles sont contiguës, elles sont l'une à côté de l'autre. D'accord? Il faut au moins 2 dérivations. Et tout de suite, vous dites, ah, mon malade fait un syndrome coronarien aigu avec sus-décalage du segment ST. Comme son nom l'indique. C'est comme son nom l'indique. Le sus-décalage du segment ST. Maintenant, vous avez parfois le malade, il fait vous faites l'électrocardiogramme 12 dérivations, mais ça ne suffit pas. Attention, là, c'est un coronarien. Devant toute douleur thoracique, il ne faut pas se contenter de 12 dérivations. Il faut faire le V7, V8 et V9, qui sont les dérivations postérieures, et il faut faire le V3R et le V4R, qui sont les dérivations droites. Parce qu'on peut avoir un sus-décalage en V7, V8, V9, alors que vous ne le voyez pas quand vous faites les 12 dérivations. Vous voyez qu'un sus-décalage en V1, V2, V3, parce que chaque fois qu'il y a un sus-décalage dans un territoire, il y a des images en miroir dans l'autre territoire. Donc, si vous avez un sus-décalage en V7, V8, V9, vous pouvez avoir plutôt un sous-décalage en V1, V2, V3, parce qu'ils sont opposés, les images en miroir. Donc, devant tout patient qui présente, ce que vous devez retenir, devant tout patient qui présente une douleur thoracique évocatrice d'un syndrome coronarien aigu, il faut faire un électrocardiogramme 17 dérivations. Pas 12 dérivations, mais 17 dérivations, c'est-à-dire vous rajoutez le V7, V8, V9 et vous rajoutez le V3R et V4R. Bien entendu, il y a également un malade qui présente une douleur thoracique, mais quand vous faites l'électrocardiogramme, vous voyez qu'il est en train de faire un bloc de bronche gauche, intermittent. Il vient, il part, il vient, il part. Le bloc de bronche gauche d'installation récente, c'est l'équivalent d'un syndrome coronarien aigu avec sus-décalage du segment ST. Pourquoi j'insiste sur le sus-décalage du segment ST? Quand on dit sus-décalage du segment ST, ça veut dire qu'il y a une occlusion totale. S'il y a une occlusion totale, on doit ouvrir l'artère. Par quoi je vais ouvrir l'artère? Soit par les thrombolytiques, les médicaments qu'on va voir après-demain, Inch'Allah, ou bien avec l'angioplastie primaire. C'est-à-dire, quel que soit, il faut ouvrir l'artère, il ne faut pas laisser le myocarde se nécroser. Le myocarde, s'il se nécrose, il est foutu. C'est la cicatrice. Par la suite, il va y avoir une diminution de la fraction d'éjection, de la contractilité. Et si le malade va survivre, s'il va survivre, il va vivre avec une insuffisance cardiaque. S'il va survivre. Donc, vous avez certains éléments. Vous avez la douleur. Vous avez surtout le sus-décalage du segment ST et vous avez même le bloc de bronche gauche d'installation récente.
Et quand vous allez doser, bien sûr, les enzymes cardiaques telles que la troponine, eh ben, vous allez trouver une troponine aiguë. C'est normal, parce qu'il y a une cellule qui souffre. C'est ce qu'on appelle la nécrose myocardique ou la souffrance myocardique. Donc, ça, c'est pour le syndrome coronarien aigu avec sus-décalage. Pour le syndrome coronarien aigu, sans sus-décalage. Le syndrome coronarien aigu sans sus-décalage, il est moins sévère, que ce soit dans la symptomatologie ou bien sur le côté électrique. Mais attention, pourquoi on doit l'hospitaliser? Parce que le syndrome coronarien aigu sans sus-décalage du segment ST, si on ne va pas traiter tout de suite, il va se convertir en syndrome coronarien aigu avec sus-décalage. C'est-à-dire la subocclusion initiale va devenir une occlusion totale. C'est pour cette raison qu'on doit hospitaliser le malade. Ce malade-là, il va présenter bien sûr un engorge spontané prolongé, plus de 20 minutes, régressif ou après absorption de la pénétrine, ça dépend des cas. Ou bien il fait un engorge d'effort sévère. C'est-à-dire, le malade, il vous dit, moi j'ai l'habitude, mon fils, d'aller, de faire une douleur quand je fais un effort. Mais ce dernier temps, devant le moindre effort, j'ai la douleur. C'est-à-dire que la douleur, elle est devenue très, très sévère. C'est un engorge d'effort très sévère. Ou bien, c'est un malade également qui a fait un infarctus, un syndrome coronarien aigu avec sus-décalage du segment ST, ça fait quelques mois, peut-être, un mois ou 2 mois. Et puis, il va revenir vers vous, il va vous dire, j'ai très mal au niveau du thorax. Même si vous ne voyez pas une modification électrique, vous allez le considérer comme un syndrome coronarien aigu sans sus-décalage du segment ST. Maintenant, toutes ces douleurs-là, l'essentiel, douleurs thoraciques, spontanées ou d'efforts, mais d'efforts qui deviennent sévères, c'est-à-dire pour le moindre effort, il a mal, ça, vous considérez que c'est un syndrome coronarien aigu. Maintenant, si vous faites l'électrocardiogramme, bien entendu, parfois vous ne voyez aucune modification électrique. Mais le fait que devant une douleur typique, il faut hospitaliser le malade. Parfois, on trouve un sous-décalage du segment ST. Il faut hospitaliser le malade. Parfois, on trouve des entités qui sont négatives. Il faut hospitaliser le malade. Et parfois, on trouve rien. L'électrode est parfait. Il est idéal. Ah ben, mais la douleur, non. Il y a une douleur. Et sur cette douleur-là, je ne dois pas lâcher mon malade. C'est une douleur typique. Si jamais je vais le lâcher, le ST-, le syndrome coronarien sans sus-décalage. Généralement, on dit sans sus-décalage, ST-. Et avec sus-décalage, on dit ST+. Voilà. C'est le vocabulaire courant qu'on utilise dans le service. Avec sus-décalage, c'est ST+. Sans sus-décalage, c'est ST-. D'accord? Voilà. Donc, c'est un vocabulaire qu'on utilise dans le service. Mais, il faut savoir que devant toute douleur thoracique typique, il faut hospitaliser. Et que c'est un syndrome coronarien aigu, jusqu'à preuve du contraire. S'il y a un sus-décalage, on va thromboliser. S'il n'y a pas de sus-décalage, on donne le traitement conventionnel du syndrome coronarien aigu qu'on a l'habitude de donner, on va le voir après. La physiopathologie, c'est bon, je viens de l'expliquer. S'il y a une occlusion totale, c'est le syndrome coronarien aigu ST+, ou syndrome coronarien aigu avec sus-décalage du segment ST. Et s'il y a s'il n'y a pas de sus-décalage, c'est une subocclusion. Elle n'est pas totale. Pourquoi ça n'avance pas? Voilà, très bien, parfait. Alors, les facteurs de risque, comme je viens de les citer au début, c'est les facteurs de risque de l'athérosclérose. Il y a le diabète, il y a l'hypertension artérielle, il y a le tabac, il y a la dyslipidémie, il y a l'obésité, il y a les antécédents familiaux précoces. Généralement, c'est génétique. Les gènes, tout ce qui est acquis avec le temps, ça va devenir génétique. Parce qu'on modifie nos gènes. Et puis, les gènes modifiés vont être transmis aux autres générations. Donc, c'est généralement, ça devient génétique. L'obésité, une personne qui n'est pas obèse, puis elle commence à manger, elle ne fait pas de sport, elle devient obèse. Après, elle va donner des enfants obèses. C'est ça, on modifie nos gènes. On modifie nos gènes. Et il y a le diabète, bien entendu, qui est premier.
il y a la ménopause chez la femme, il y a la sédentarité, quelqu'un qui ne bouge pas, il y a le stress. Et généralement, la sédentarité, vous la voyez surtout chez les chauffeurs de taxi. Les chauffeurs de taxi, toute la journée, assis sur le fauteuil, en train de conduire, plus le stress de la route, l'embouteillage et tout, plus le tabac peut-être, une cigarette dans la main, et puis toute la journée, c'est la même chose. Il s'alimente, il ne bouge pas, c'est l'obésité, et puis il n'a pas le temps de rentrer chez lui parce qu'il a des courses à faire, donc il mange chez le gars routier, il mange tout ce qui est gras, et ben voilà, il a tous les facteurs de risque. La sédentarité, le stress et le tabac, et la dyslipidémie et l'obésité, et tout ce qu'il veut. Et s'il est encore diabétique, il va tomber, c'est la fête. C'est la fête, ok? Il a tous les facteurs de risque. Donc, le diagnostic positif, je viens de le citer, c'est pas la peine. C'est un malade qui vient avec la douleur précardiale et le mètre septembre. Elle est typiquement angine de responsabilité. On a vu ça en fait à l'année passée ensemble. C'est vrai? Donc, en bas, constructive, très violente, irradiant dans les deux bras ou le poignet, la mâchoire, le dos et les épaules, spontanée, prolongée, même vous donnez de la nitrite, elle ne veut pas céder, elle est souvent violente, accompagnée de signes neurovégétatifs tels que les sueurs, éruptations, nausées, vomissements. C'est un tableau typique. Il ne faut pas rater le diagnostic. Vous faites l'électrocardiogramme, c'est un sus-décalage du segment LC. Ou si vous faites l'électrocardiogramme et vous ne voyez pas un sus-décalage du segment LC, c'est le syndrome coronaire aigu SCO. D'accord? Voilà, on est en train de tourner dans le CG12 dérivation. Élévation de 2 mm ou plus du segment SC chez l'homme et de 1,5 mm ou plus chez la femme dans les dérivations V2 et V3 et ou de 1 mm ou plus dans les autres dérivations précordiales contiguës ou au moins 2 dérivations périphériques contiguës. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir en D2 il y a le sus-décalage, en D3 il n'y a pas. S'il existe en D2, c'est un syndrome coronarien aigu en inférieur, il existe en D2, D3, c'est la partie qui est la partie intérieure. D'accord? Les dérivations. On a vu le D2, D3 AVL, c'est le territoire inférieur. Le D1 AVL, c'est la latérale haut. Vous voyez que le B1, B2, B4, vous avez de toute façon toute la topographie dans le cours et vous pouvez la consulter. On va la revoir maintenant tout de suite ensemble. Et bien entendu, j'ai dit l'apparition du bloc de branche gauche d'apparition récente. Hein. Il faut également considérer comme étant un syndrome coronarien aigu avec sus-décalage du segment SC. La chronologie est la suivante. Quand l'artère elle va s'occlure, le premier symptôme, c'est l'onde qui est antésémitique. Les premières heures, c'est l'onde de Pardet, c'est-à-dire il y a un sus-décalage du segment SC convexe vers le haut et englobant l'onde de T. Et vous avez par la suite une onde Q de nécrose, et puis vers le deuxième jour, vous avez une onde T qui devient négative. C'est ça la chronologie électrique du syndrome coronarien aigu avec sus-décalage du segment ST. La topographie. Si vous voyez que le sus-décalage ici est de V1 V3, c'est l'antérocéphale. V3 V4, c'est apical. V1 à V4, c'est l'antérieur. V1 à VL, latéral haut. V5, V6, latéral bas. V1 à V6 et D1 à VL, c'est l'antérieur étendu. V7, V8, V9, c'est le postérieur. D2, D3, AVF, c'est l'inférieur. D2, D3, AVF plus V1 jusqu'à V4, c'est ce qu'on appelle le céphale profond. Et si vous avez D2, D3, AVF et V7, V8, V9 et D1, AVL et ou V5, V6, c'est-à-dire le latéral haut ou bas, ça s'appelle l'intérovalval. Et quand vous avez le V3R, V4R, c'est le ventricule droit. Donc, c'est ça la topographie. C'est très simple. Vous n'allez qu'à l'apprendre. Comme ça, vous allez connaître les territoires. Par exemple, si c'est l'antéroseptal ou l'apical ou l'antérieur étendu, c'est l'interventriculaire antérieur qui est occluse. C'est clair. Si c'est l'intérieur ou le ventricule droit, c'est la coronaire droite qui est occluse. Si le latéral haut ou bas, c'est la subcomplexe qui est occluse. C'est clair? Voilà, c'est la topographie. Parce que c'est systématisé.
Voici donc, je vous donne un exemple d'un sus-décalage du segment ST, mais c'est un sus-décalage énorme. 1 carreau, 2 carreaux, 3 carreaux et 4 carreaux. Un sus-décalage de 20 mm. C'est un sus-décalage énorme. Ça, c'est un sus-décalage. Vous voyez très bien qu'il est surtout énorme en V3. Vous voyez ici? Voici la ligne de base et voici le sus-décalage. Par exemple, si vous prenez ici une onde P, intervalle PR, un aspect petit r grand S, et puis le segment ST ici, il est isoélectrique. Une onde T. Ici, le segment ST, il est où? Il est là. 1, 2, 3 et 4. Un sus-décalage énorme du segment ST en antérieur étendu. Vous voyez qu'ici, il dépasse même les 20 mm. Ici, il dépasse les 15 mm. Ici, il dépasse les 2 mm. Et là, pourquoi j'ai dit antérieur étendu? Parce qu'il y a même un sus-décalage en AVL, et il y a même un sus-décalage en D1, et même un sus-décalage en AVL. Donc, si je reviens vers cette topographie-là, si je reviens vers cette topographie-là, vous voyez très bien que de V1 à V6 et D1 à VL, je l'appelle antérieur étendu. Donc, comme j'ai le sus-décalage en D1 et en AVL, et de V1 jusqu'à V6, eh bien, je parle d'un antérieur étendu. C'est un syndrome coronarien aigu avec sus-décalage du segment ST en antérieur étendu. Voici un autre électron. Vous voyez très bien ici qu'il y a un sus-décalage du segment ST en D2, en D3 et en AVR. Donc, c'est l'inférieur. Mais vous voyez également qu'il y a un sous-décalage en V1, V2, V3. Quand vous avez un sous-décalage en V1, V2, V3, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut demander les V7, V8, V9. Et quand on demande les V7, V8, V9, eh ben, on va trouver qu'il y a un sus-décalage en V7, V8, V9. La même chose que sur l'inférieur. Donc, c'est un inféro-basal. Dans la région basale, que vous voyez que les signaux en miroir. Voici les signaux en miroir. Signaux en miroir en V1, V2, V3. Ah, là, c'est un syndrome coronarien sans sus-décalage du segment. Non. Il faut demander les basales, V7, V8, V9, et vous allez trouver qu'en basal, il y a un sus-décalage du segment ST, qui sont ça, c'est des signaux en miroir. Et donc, c'est un inféro-basal. Vous voyez? Donc, c'est très simple. Vous n'avez pas beaucoup de choses à faire. Vous allez faire l'électrocardiogramme de cette dérivation. Et vous n'avez pas le droit de laisser les autres dérivations, parce que chaque dérivation traduit un territoire. Chaque dérivation explore un territoire. OK? Biologiquement, bien sûr, c'est la troponine de notre époque. La troponine n'existait pas. On utilisait les CEPA et les LDH. Et bien sûr, c'est un syndrome inflammatoire. Il y a une IBS accélérée, il y a le fibrinogen, il y a une hyperphosphatase. D'accord? Le syndrome coronarien aigu sans sus-décalage du segment ST, comme je viens de décrire tout à l'heure, c'est une douleur, soit spontanée prolongée, soit c'est un engobe qui devient très très sévère, soit c'est un engobe qui fait suite à un infarctus du myocarde, c'est-à-dire un syndrome coronarien aigu ST+, qui est récent, d'accord? Et électriquement, vous avez soit un sous-décalage du segment ST, soit vous avez un sus-décalage, mais non persistant. Parce que nous, dans la définition du segment ST, dans la définition du syndrome coronarien aigu avec sus-décalage du segment ST, on dit qu'il y a un sus-décalage du segment ST persistant. Alors que quand il n'est pas persistant, ça veut dire que l'artère, elle s'est occluse à un moment donné, puis elle s'est ouverte. Donc, je n'ai pas besoin de donner les thrombolytiques, c'est bon, elle est ouverte. D'accord? Et là, vous voyez qu'un sus-décalage de moins de 20 minutes, vous faites l'électro, ah, il y a un sus-décalage, je vais commencer à préparer. Et puis, hop, vous faites l'électro, ah, il n'y a plus de sus-décalage, il était là, où est-ce qu'il est? Ah non, il n'est plus. Donc, je ne le considère pas comme ST+, mais je le considère comme ST-. Donc, c'est un syndrome coronarien aigu sans sus-décalage du segment ST.
quand vous pouvez avoir une inversion transitoire de l'ondeté et quand vous pouvez également avoir un tracé qui est normal. D'accord? Donc, devant un tracé normal, ne me dites pas que le maladie ne fait pas de syndrome coronarien. Devant toute douleur typique, il faut considérer le malade comme un syndrome coronarien aigu. Maintenant, vous faites l'électro, vous trouverez un sus-décalage, c'est avec sus-décalage du segment ici. Vous ne trouverez pas de sus-décalage, c'est sans sus-décalage. C'est très simple. On ne va pas rater ça. Alors, le diagnostic différentiel devant une péricardite. Mais la péricardite, attention, c'est une douleur, on a vu ça l'année passée. C'est une douleur qui est exacerbée par la respiration, par la toux. Mais quand vous vous mettez en position demi, assise penchée en avant, vous êtes soulagé. Ça, la péricardite. Pour la dissection de l'aorte, attention, la dissection de l'aorte, on va voir le diagnostic. Après, on va faire le coup. C'est une douleur déchirante qui irradie vers le dos. Ce qu'on appelle irradiation dorsale. Pourquoi? Parce qu'elle suit le trajet de l'aorte. Elle suit le trajet de l'aorte. C'est une douleur qui est déchirante et qui irradie vers le dos. Donc, il y a des éléments sur lesquels on se base. Premièrement, on prend la tension artérielle au niveau des deux bras. Et surtout, on fait le cliché thoracique. Si on trouve un médiastin élargi, c'est une dissection de l'aorte. Si le médiastin n'est pas élargi, ce n'est pas une dissection de l'aorte. L'embolie pulmonaire. L'embolie pulmonaire, c'est une douleur basithoracique. Ça n'a rien à voir avec la rétrosternale. C'est une douleur basithoracique. Généralement, le malade, il vous dit, j'ai une douleur ici, par exemple, en bas. Le pneumothorax. Le pneumothorax, c'est très facile. Vous faites l'auscultation, vous allez trouver qu'il y a un silence auscultatoire au niveau des poumons. Un pneumothorax peut donner une douleur également déchirante. Et la pathologie sous-diaphragmatique, bien sûr, ça, c'est votre examen clinique qui va déterminer ça. Mais il faut savoir qu'il y a des douleurs atypiques. Le malade, il vous dit, j'ai une douleur épigastrique. Attention, ça se pourrait que ce soit un infarctus. Donc, même si c'est une douleur épigastrique, faites très attention. Interprétez bien l'électrocardiogramme. Et s'il le faut, gardez le malade en surveillance. D'accord? Parce que le malade, il risque de faire un syndrome coronarien aigu. Bien entendu, les complications. Les complications les plus fréquentes, c'est les troubles du rythme et de la conduction, mais c'est surtout la fibrillation ventriculaire. Le syndrome coronarien aigu est la pathologie responsable de mort subite à travers le monde entier et c'est la cause de mort subite la plus fréquente. Le malade, il est bien et hop, il est décédé subitement. C'est un trouble du rythme, c'est la FV. C'est quoi la FV? Voici une FV. C'est un malade que j'ai hospitalisé il y a quelques années à l'hôpital, et il avait un sus-décalage du segment SC. Alors, ce malade-là, on a placé un ampère ECG pour lui, parce que tout simplement, à l'époque, je travaillais un peu sur les troubles du rythme, on faisait vu du syndrome coronarien. Et on place pour tous les malades, on place les ampères. Tous les malades qui viennent à l'hôpital, on leur place un ECG holter, c'est-à-dire on enregistre le rythme cardiaque pendant 24 heures. Le soir, il est venu chez le médecin, il avait thrombolysé, c'est un ST+, il a placé le holter, et le lendemain, quand j'étais partie au service, il y avait le résident qui m'a dit, docteur, votre malade, il m'a fait un arrêt cardiaque, et j'étais obligée de le choquer. Je lui ai dit, est-ce que vous avez enregistré quelque chose? Il m'a dit, non, c'était trop vite, j'étais obligée de le choquer. Je lui ai dit, est-ce que vous avez enlevé les patchs du holter? Il m'a dit, non. Ah ben, je lui ai dit, c'est bon, vous n'avez pas enlevé les patchs, je vais lire le holter, je vais voir ce qui s'est passé au niveau du holter. Et effectivement, j'ai mis la disquette c'est une carte mémoire que j'ai placée dans l'ordinateur, j'ai commencé à lire et j'ai trouvé effectivement que le malade, il avait fait une fibrillation ventriculaire. Vous voyez la fibrillation? Et ici, la fibrillation. Vous voyez la fibrillation? Et heureusement qu'il était hospitalisé, que le médecin l'avait choqué pour arrêter la fibrillation ventriculaire. On a un malade dans le service qui vient d'être hospitalisé avant-hier. Il a fait une fibrillation ventriculaire. Il a été choqué trois fois par le médecin de garde.
Maintenant, il est vivant, il garde des séquelles neurologiques. C'est le malade qui était très agité. C'est parce qu'il a fait un arrêt cardiaque et donc ça donne des troubles neurologiques. Et bien, c'est ça, ce genre de malade, qu'est-ce qu'il faut? Voilà pourquoi on hospitalise le syndrome coronarien aigu avec ce décalage, parce que les troubles du rythme sont très sévères et sont des troubles qui peuvent entraîner le décès du malade. Ce malade, s'il n'était pas hospitalisé, il décédera. C'est la fibrillation ventriculaire. Si vous ne choquez pas le malade avec un choc électrique externe, il décède. Bien entendu, on peut avoir une insuffisance cardiaque quand la fraction d'éjection est très basse. On peut avoir un choc cardiogénique. On peut avoir une complication mécanique, c'est-à-dire il y a une rupture de la paroi libre du ventricule gauche ou du septum ou la rupture de pilier. Mais généralement, la rupture de la paroi libre du ventricule gauche ou la communication interventriculaire ou la rupture de pilier, ça emporte le malade en une fraction de seconde. C'est le cœur qui s'est déchiré. C'est comme quelqu'un qui reçoit une balle dans le cœur, d'accord? Le malade, c'est comme la FV. Mais la FV, on peut choquer le malade, on le récupère, mais quand il y a une rupture de la paroi, c'est bon. Quand il y a une rupture de pilier, personne n'opère le malade. Et le malade, il décède sur place. L'infarctus du ventricule droit, on peut avoir une extension vers la droite. On peut avoir un thrombus intraventriculaire gauche avec une embolie systémique. Et on peut avoir une péricardite, c'est le syndrome de Dressler, qui survient généralement tardivement après la phase, c'est d'origine inflammatoire. Parfois, on est obligé même de donner de la colchicine pour lutter contre la péricardite qui survient après le syndrome coronarien aigu avec ce décalage du segment ST. Voici un syndrome du sus-décalage du segment ST. En inférieur, vous voyez le sus-décalage ici? Il est de 2 mm, il est de 2 mm. Mais par contre, le malade, il fait plus que ça. Il fait un bloc auriculo-ventriculaire. Voici que le P n'est pas suivi de QRS. Que l'P est complètement dissocié de QRS. Ça, c'est ce qu'on appelle le bloc auriculo-ventriculaire complet. Et ça, c'est un cours à part. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer tout ça par la suite. Parce que les troubles conductifs, ça nécessite même de faire un pacemaker pour les malades. Le traitement, quand on a un traitement avec le traitement du syndrome coronarien aigu avec sus-décalage, il se base sur les fibrinolytiques qu'on va voir le mardi, Inch'Allah. On va voir tout le traitement et également ou bien sur l'angioplastie. C'est encore mieux. L'angioplastie, c'est le dernier cours, c'est le traitement non pharmacologique de tout ce qui est cardiaque. La prise en charge. Vous devez hospitaliser le malade. Vous devez faire le monitoring de la pression artérielle. Vous devez faire une auscultation quotidienne. Vous savez, je n'ai pas parlé beaucoup de la clinique. Parce qu'en fait, c'est pauvre. Quand vous allez mettre votre site, vous allez ausculter le malade, il n'y a rien sur le plan hospitalier. B1, B2 audible, sur les diastoles libres. Vous allez peut-être, si le malade il est en train de faire une insuffisance ventriculaire gauche, vous pouvez ausculter des rades crépitants, soit au niveau des bases, c'est ce qu'on appelle l'équilibre 2, soit au niveau de la moitié, c'est l'équilibre 3, soit c'est inondé, c'est l'équilibre 4, le choc cardiogénique. Vous faites un électrocardiogramme quotidien et à chaque nouvelle bien sûr douleur, le bilan biologique, bien entendu, la troponine, la glycémie, la créatinémie, la FNS, la numération plaquettaire surtout parce que, et vous allez la surveiller parce que vous allez donner les anticoagulants. Alors, le traitement, donc c'est la reperfusion myocardique, on va voir ça à part, c'est un cours à part. Ce sont des médicaments qui vont ouvrir l'artère, qui vont dissoudre le caillou, soit la streptokinase, soit l'actylis, soit la métalise, soit la streptokinase. La streptokinase, c'est de notre époque. Maintenant, elle est de plus en plus abandonnée. Et vous donnez des antalgiques majeurs parce que le malade, il a très mal. Vous devez le calmer, d'accord? Vous donnez bien sûr une oxygénothérapie par voie nasale s'il y a de la dyspnée. Vous donnez les dérivés nitrés, bien entendu, pour voir si ce malade il se soulage un peu et si le sus-décalage va atterrir un peu ou pas. De vous l'aider quand même. Et surtout, une double anti-agrégation plaquettaire. Je reviens maintenant vers la physiopathologie. J'ai dit que la plaque, elle s'est rompue. Il y a une rupture de la plaque.
Mais ce n'est pas le contenu qui va occlure l'artère, c'est l'agrégation plaquettaire et la cascade de la coagulation. C'est pour cette raison que le traitement est basé sur la double anti-agrégation plaquettaire. On va donner 2 anti-agrégations plaquettaires, 2 classes thérapeutiques, et on va donner les anticoagulants. En plus des fibrinolytiques pour dissoudre le caillou. Donc, on va donner de l'aspirine à dose de charge. Et on va donner le clopidogrel à dose de charge. Le clopidogrel, on arrive jusqu'à 600 mg en dose de charge. Et l'antiagrégation plaquettaire, on donne 500 mg, bien entendu, par voie intraveineuse. Oui, parce que double à les 2. On donne les fibrinolytiques, on donne la double antiagrégation plaquettaire. Vous voyez que le malade, quand même, il est à risque de faire une hémorragie. Hein? Et vous donnez l'anticoagulation. L'anticoagulation, maintenant, auparavant, on donnait des paris. Maintenant, les choses sont plus simplifiées. On donne ce qu'on appelle, vous connaissez, le Lovenox dans le service. Et on donne en fonction du poids. D'abord, on donne 0,3 ml en injection en bolus. Puis, on fait le relais avec 2 doses par jour, 8 heures du matin, 8 heures du soir, 8 heures 20 heures. En fonction du poids, ça, vous allez le voir quand on fait le cours sur les anti-agrégations, les anti-agrégants, sur les anticoagulants et sur les fibrinolytiques. C'est le cours d'après-demain, parce qu'on doit détailler ces médicaments-là. Bien entendu, vous pouvez donner les bêta-bloquants, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, et vous donnez également le traitement de complications. Si jamais le malade a fait une fibrillation ventriculaire, il faut le choquer. Si le malade fait des extrasystoles ventriculaires, il faut donner de l'amiodarone. Si le malade fait un bloc ventriculaire, il faut mettre soit de l'atropine, soit une sonde temporaire. Ça dépend de la complication. S'il fait de l'insuffisance ventriculaire gauche, il faut donner des diurétiques. D'accord? Pour le traitement du sus-décalage, c'est le même schéma. Sauf qu'on ne donne pas de fibrinolytique. On ne donne pas de thrombolytique. Parce que l'artère, elle est déjà ouverte. Pourquoi je veux ouvrir l'artère? Mais je dois donner la double anti-agrégation plaquettaire. Je dois donner les anticoagulants et je dois donner le même traitement que le syndrome coronarien avec sus-décalage du segment ST. La seule différence, c'est que pour le syndrome coronarien avec sus-décalage du segment ST, on fait ce qu'on appelle la thrombolyse, les fibrinolytiques, les thrombolytiques, parce qu'on doit ouvrir l'artère. Parce que la différence entre les deux, c'est quoi? C'est que l'une, l'artère, elle est complètement fermée et l'autre, l'artère, elle est moitié fermée. D'accord? C'est clair? Voilà. Mais c'est le même traitement avec une double anti-agrégation, je répète, double anti-agrégation plaquettaire et traitement anticoagulant. Voilà. Donc, même quand il vient avec le syndrome coronarien aigu sans sus-décalage, c'est-à-dire c'est le syndrome coronarien aigu ST-. Et je donne, est-ce que je dois faire la coronarographie tout de suite? Si le malade, malgré le traitement que j'ai donné au malade, il fait toujours de la douleur, c'est une douleur persistante malgré le traitement. C'est un malade qui est en train de faire des signes d'aisance cardiaque ou une instabilité hémodynamique ou des troubles du rythme. Là, je dois faire la coronarographie tout de suite et je dois essayer d'enlever ce qu'il y a comme débris à l'intérieur de l'artère. Et là, c'est les malades à très haut risque et on doit les coronariser dans les médias. Maintenant, il y a des malades où le risque il est haut, mais pas très élevé. C'est-à-dire que vous pouvez temporiser en moins de 72 heures. Quand la troponine elle est élevée, quand il y a des variations fluctuantes du segment ST, quand il y a un diabète, quand il y a une insuffisance rénale, quand la fraction d'éjection elle est déjà basse, quand il y a de l'endort post-infarctus précoce, antécédent d'infarctus, ça, vous pouvez attendre jusqu'à 72 heures. Par contre, vous avez les bas risques, c'est les malades qui, c'est bon. Dès que vous l'avez hospitalisé, vous avez mis le traitement, il vous dit c'est bon. Je n'ai pas refait douleur. Si vous êtes calme, il ne fait pas d'insuffisance cardiaque, vous êtes calme. Il ne fait pas de troubles du rythme, vous êtes calme. L'électrocardiogramme, il s'est stabilisé, il ne fait pas de modification électrique, c'est bien. La troponinémie, vous avez dosé, vous avez trouvé qu'elle n'y est pas, qu'il n'y a pas de microcellulaire. Ça, c'est un malade qu'il faut l'explorer à tête reposée. C'est comme l'angoisse stable. D'accord? Qu'on a vu au début. Donc, voici le syndrome coronarien. Et le syndrome coronarien, c'est une pathologie qui est très, très grave
Et généralement, dès qu'un malade il rentre chez nous, on utilise ce qu'on appelle le score de Grace pour dire est-ce qu'il a une mortalité élevée ou faible ou intermédiaire. Le score de Grace, il tient compte de quoi? Il tient compte de l'âge. Chaque fois on est âgé, chaque fois on supporte mal. Il tient compte de la fréquence cardiaque. Si vous avez une fréquence cardiaque rapide, c'est-à-dire que vous êtes en train de préparer une urgence cardiaque. Il tient compte de la pression artérielle. Si la pression artérielle elle est basse, c'est un signe de mauvais pronostic. Il tient compte de l'insuffisance rénale. Si le malade fait une insuffisance rénale, c'est dramatique. Il tient compte du stade Philippe. Le Philippe, c'est quoi? Le Philippe, voici. Philippe 1, ça s'applique que pour le syndrome coronarien. Philippe 1, pas de signe d'insuffisance cardiaque. Philippe 2, rate crépitant, galop, le photodiastolique, signe droit, turbulence jugulaire, c'est la classe 2. Si vous avez un œdème pulmonaire, c'est classe 3. Et si vous avez un choc cardiogénique, c'est quoi le choc cardiogénique? C'est-à-dire avec une hypotension, avec des barbrures, avec une bosse de constriction, avec une oligonurie, avec cyanocire, ça c'est la classe 4. Et généralement, la classe 4, les malades d'infarction. C'est des malades qui décèdent. D'accord? Alors, je reviens ici. Donc, le stade d'équilibre. Chaque fois que le stade d'équilibre est élevé, ça veut dire qu'il y a un mauvais pronostic, bien entendu. Et si le malade, il a fait ou non un arrêt cardiaque. Tout ça, ça va vous permettre de calculer le score de Grace qui existe sur Internet. C'est une formule que vous allez utiliser pour dire que mon malade, il est à faible risque, à moyen risque ou à très haut risque ou bien à faible risque pour dire que je suis plus ou moins, je vais rassurer le malade et je vais rassurer sa famille. Voici, je vous ai simplifié au maximum le syndrome coronarien aigu. Vous avez un cours complet, sur tous les plans. Vous n'avez qu'à consulter le cours et là, je vous ai donné l'essentiel du cours. Et je vous remercie pour votre attention. Est-ce que c'est bon? Il n'y avait pas de coupure de... Le son مشى مليح. Oui. Il est 11h, c'est très bien. On a commencé à 9h30. Hein?